Monsieur Chacha, bonjour. Bonjour madame, Merci d'avoir répondu à notre merci invitation. à vous. L'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat relancée depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Elle a repris ses activités. Elle reçoit les dossiers pour le financement avec cette fois-ci une nouvelle vision pour éviter les erreurs du passé. Alors, tout d'abord, sur quoi s'articule cette nouvelle vision, Monsieur Chacha? Merci, je vous remercie encore une fois madame. Donc permettez-moi d'abord d'apporter une petite correction concernant la dénomination de notre agence. Donc l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, l'ANAT, ou bien NESDA en anglais. C'est une agence nationale. Nous sommes actuellement 2600 employés répartis en plus de exactement 231 entre agences, wilaya et antennes. Notre mission essentielle est de participer à contribuer à l'effort national de créer un nombre maximum de micro-entreprises performantes, résilientes, qui durent dans le temps. Notre mission également, c'est d'accompagner ces micro-entreprises, une fois créées, à se croître et à se développer. Donc, effectivement, la NAD est venue justement, ou bien dans le NESDA, est venue pour corriger les erreurs passées de l'ex-ancêtre. Un modèle qui avait beaucoup de limites, notamment en ce qui concerne la manière dont on traitait les dossiers. Avant, les dossiers étaient traités de manière administrative. On passe d'une approche administrative à une approche purement économique. Aujourd'hui, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent justement à l'agence de choisir les meilleurs projets possibles. Donc, je dirais que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat a cette mission essentielle. Et notre vision pour cette agence, justement, c'est nous considérons la NAT comme étant un moteur de transformation économique qui permet justement, à travers la création des micro-entreprises, à participer, à contribuer à créer ou bien à atteindre les 4 objectifs de l'économie que nous connaissons tous. Donc, l'Agence nationale de l'entrepreneuriat participe à travers la création de micro-entreprises à atteindre cet objectif de croissance. Les différents objectifs donc, qui sont tracés pour les agences de promotion de l'entrepreneuriat. Donc, vous dites, aujourd'hui, on passe à une nouvelle manière d'étudier les dossiers, à une sélection, disons, plus rigoureuse des projets qui sont retenus dans le cadre de l'agence, notamment pour le financement, pour éviter au maximum donc les erreurs du passé, les défauts qui ont Oui, été oui. enregistrés dans l'ex-Ansège, qui, rappelons-le, 70% des projets financés ont enregistré Oui, je des disais défauts. également, j'insiste sur le rôle de notre agence. En fait, c'est vraiment un moteur de transformation économique parce qu'on participe effectivement à atteindre les 4 objectifs recherchés pour chaque économie, à savoir la croissance économique. Donc, à travers la création de micro-entreprises, on participe à la création économique. À travers la création de 6 micro-entreprises, on participe à créer des employeurs. Donc, quelque part, à travers la création des emplois, on crée des emplois. Donc là, sachant que l'objectif de chaque économie est également le plein emploi qui est recherché. À travers la micro-entreprise, on produit de la valeur et on participe au remplacement des produits actuellement importés. Donc, c'est le troisième objectif recherché par chaque économie qui l'équilibre de la balance commerciale. Et à travers la production des biens et services, justement, on participe également à quatrième objectif recherché pour chaque économie, qui est la stabilité des prix. Donc nous considérons que notre agence participe de manière effective à la réalisation des 4 objectifs recherchés par chaque économie. Ça, c'est pour notre vision. Maintenant, pour réaliser cette vision, nous avons mis en place une stratégie basée sur 2 étapes. Une première étape qui consiste à mettre en place un certain nombre de réajustements du modèle actuel, qui consiste essentiellement à renforcer les capacités internes de l'agence pour une meilleure sélection des projets. La deuxième des choses, c'est refondre l'organisation interne de l'agence. Cette nouvelle organisation, on a mis l'accent sur 2 fonctions essentielles dans l'agence qui sont à la fois l'évaluation des projets. Donc, nous avons créé dans chacune des directions il y a un nouveau service d'évaluation de projets et nous avons mis à la tête de ces services des compétences
formés en matière d'évaluation de projets et de gestion des risques. La deuxième fonction, justement, c'est la gestion des risques. Nous avons renforcé la direction générale avec une structure de gestion des risques crédits. Et nous avons également créé au sein de chacune des directions des cellules de gestion de risque pour justement gérer cette problématique de gestion des risques liée au financement. Ça, c'est en matière de réajustement interne. Il y a d'autres choses que nous avons fait, par exemple, la mise en place d'un système de pilotage de la performance. Maintenant, en deuxième étape, c'est là où nous pensons qu'il est nécessaire de refaire ou bien d'engager une refonte globale de l'architecture du système actuel de soutien à la micro-entreprise. Nous voulons faire deux choses essentielles. La première, c'est déjà de rehausser le seuil de financement parce que nous avons ressenti le besoin si les porteurs de projets actuels. Avant, on était à 10 millions de dinars et nous considérons que ce montant qui a été fixé en 2004 nécessite aujourd'hui d'être rehaussé effectivement. Parce que quand on a fixé ce montant déjà, si on prend juste la parité de taux de change dollar-dinar, on était à 1,70, maintenant on est passé presque au double. Donc en prenant uniquement ce paramètre, nous pensons qu'il est nécessaire de rehausser le montant. La deuxième des choses que nous voulons engager, c'est la spécialisation du métier. Nous voulons axer le rôle de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat sur sa mission de base, sa mission statutaire qui est l'accompagnement, et de laisser l'activité de financement au secteur bancaire qui maîtrise mieux cette activité, parce qu'actuellement nous avons constaté dans l'ancien modèle que nous n'avons pas la maîtrise nécessaire en matière d'activité de financement. Nous sommes bien en accompagnement, mais nous sommes moins bien en activité de financement. Troisième axe qui est pour moi essentiel dans ce projet de refonte, c'est justement de gérer le risque, de couvrir le risque lié au financement. C'est-à-dire en engageant le secteur des assurances. Nous pensons que le secteur des assurances peut jouer vraiment un rôle essentiel dans la couverture du risque d'insolvabilité des porteurs de projets. Et nous sommes actuellement, nous avons un partenaire qui est une compagnie publique qui nous accompagne de ce projet. Donc ce projet permettra de réduire la version des porteurs de projets. Et s'il y a un échec économique qui est totalement admis dans notre métier, qui est la prise de risque, la compagnie d'assurance peut justement intervenir pour supporter ce risque d'insolvabilité et permettre à l'entreprise soit de se redresser, soit de quitter la scène économique. On n'a pas de problème pour dire ça. Très bien. Alors, nous allons revenir peut-être un peu plus dans le détail sur cette refonte au cours de l'émission. On commence par cette sélection des dossiers, les activités. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une nouvelle vision, vous venez de la décliner. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont complètement écartés? On se rappelle avant, le secteur des transports, par exemple, occupait une part importante. Aujourd'hui, est-ce que le secteur est écarté? Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires, Monsieur Achacha? Premièrement, je vais dire que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat a un système inclusif, dans le sens où nous intervenons sur l'ensemble des projets. Tous les projets économiquement rentables, c'est-à-dire dont on démontre la rentabilité moyennant un business plan, on les prend en charge. On accompagne les porteurs de projets à réaliser leur micro-entreprise. Maintenant, nous avons ce caractère de public. Et dans ce caractère public, nous oblige de facto d'être alignés aux priorités nationales. Et c'est pourquoi nous avons un système de priorisation effectivement des projets, parce que nous avons des ressources justement limitées, nous n'avons pas des ressources illimitées, et nous sommes appelés à allouer ces ressources de manière efficiente et efficace à la fois. Donc nos priorités partent en premier lieu aux projets qui sont alignés aux priorités nationales, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, énergie et mines. Donc pour nous, c'est des secteurs prioritaires parce que nous considérons que c'est des priorités nationales. Maintenant, c'est vrai que dans l'ancien modèle justement de l'X11, nous avons constaté qu'il y a certaines activités prédominantes. Prédominantes, effectivement. Par exemple, je dirais que 50% du portefeuille était concentré sur les services et transports, justement. Chose que je considère qui n'est pas vraiment alignée à la stratégie nationale en matière de développement de l'industrie et des autres
d'autres secteurs stratégiques. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun secteur qui est écarté, c'est en fonction de la Nous n'avons pas de viabilité. secteur écarté, nous avons une grille d'évaluation des projets qui accepte tous les projets, mais donne une priorité au secteur stratégique. Alors, vous parlez de grille de financement, donc c'est un système numérique qui est mis en place, c'est un système Absolument. automatisé. Si on peut- Absolument, absolument. Nous avons une grille de notation, un système de scoring que nous avons mis en place pour scorer les projets que nous finançons. Nous évaluons à la fois le porteur de projet lui-même, les capacités de ce porteur de projet. Est-ce qu'il est capable est-ce qu'il a des aptitudes en matière d'entrepreneuriat? Nous évaluons également la rentabilité de ce projet. Est-ce que ce projet est rentable financièrement, moyennant un business plan? Nous évaluons l'étude de marché qui a été présentée. Est-ce que le produit ou bien le service issu de ce projet a du marché déjà, parce que c'est la chose essentielle pour nous. Et après, il y a d'autres critères, justement, c'est là où on inclut ce système de priorisation qui permet justement de prioriser les marchés en fonction des secteurs stratégiques. Ce système d'évaluation des projets, nous l'avons mis en place sur justement une plateforme développée en interne et qui est déployée au niveau du réseau local. Donc aujourd'hui, cette évaluation, elle est automatisée, elle se fait de manière automatique et le seul facteur humain, là où il intervient le facteur humain, c'est lors de la séance de présentation du projet. Il y a une note sur l'évaluation de la façon dont le porteur de projet évalue et le degré de maîtrise par ces porteurs de projet. Très bien. Alors justement, le porteur de projet, c'est un peu aujourd'hui, il est au cœur de cette sélection finalement. Est-ce qu'il y a des critères auxquels il doit répondre? Aujourd'hui, il doit être diplômé, contrairement à ce qui se faisait avant. Encore une fois, le diplôme, la maîtrise Universitaire ou de la formation d'abord la professionnelle. maîtrise de projet qui est exigée. C'est l'exigence que nous avons mis en place. Le système de NASDAQ, comme je vous ai dit, il est inclusif. Donc, nous essayons de choisir les meilleurs projets auprès des diplômés de l'université, donc les diplômés ou bien le sortant des universités, les étudiants également peuvent bénéficier du dispositif de NESDA, mais également les diplômés des instituts de la formation professionnelle. Et actuellement également, nous allons signer d'autres conventions avec les autres secteurs, notamment les écoles, les instituts sous la tutelle des autres ministères, notamment le ministère de l'Agriculture et le ministère du Tourisme. Donc, ce qui est rendu obligatoire par le dispositif de NESDA, c'est la formation. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'accompagnement de NESDA, je dirais, parce que le financement, ce n'est qu'une partie de l'accompagnement, il faut passer par un centre de développement de l'entrepreneuriat. C'est là où ces centres qui sont justement mis en place dans les universités, dans les instituts de formation professionnelle et prochainement dans d'autres instituts avec d'autres départements ministériels, permet justement à NESDA déjà de mieux connaître les porteurs de projets, de connaître leurs capacités, mais également ces centres sont un espace où ces porteurs de projets peuvent échanger pour mieux maturer leur projet. Alors, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat donc, a repris ses services depuis maintenant un peu plus de 3 mois, après un gel qui a duré 2 années pour donc restructurer l'agence, revoir les priorités. Aujourd'hui, en 3 mois, est-ce que vous avez déjà commencé à recevoir les dossiers? Quel bilan faites-vous de cette relance? Donc, comme vous le dites, après 2 ans d'arrêt d'activité, d'arrêt de financement, pas d'activité, parce qu'il y a d'autres activités qui étaient toujours en cours, moi je pense que ce temps d'arrêt était nécessaire, parce qu'après 28 ans d'existence, il était nécessaire, il était même normal de faire un temps d'arrêt pour faire déjà un bilan. Et ce bilan, nous l'avons fait et nous avons constaté effectivement qu'il y avait beaucoup d'insuffisances, beaucoup de limites à corriger, chose que nous avons faites dans ces derniers mois. La reprise du dispositif a été faite ce mois d'octobre et après 3 mois maintenant, déjà nous avons les premiers chiffres, nous avons plus de 900 dossiers qui ont été traités, acceptés. Et en matière de formation et d'accompagnement, nous avons formé plus de 9000 porteurs de projet. Nous considérons que ce démarrage, relativement, il est bon. Et disons qu'il répond aux objectifs. Nous avons mis comme objectif sur les 3
Sur les 3 derniers mois, 1500, mais nous avons reçu uniquement 900. Nous sommes justement en train de discuter avec l'enseignement supérieur pour voir comment améliorer davantage ce nombre de porteurs de projets qui se forment. Après, ils viennent chez l'agence pour obtention de financement. Nous attendons à ce que ces chiffres augmentent davantage dans l'année 2025. Et je vous dis juste que l'agence est capable de financer annuellement jusqu'à 12 000 projets en prenant en considération les ressources actuelles. Je pense qu'avec le projet que nous avons lancé dernièrement sur ce mois de janvier avec le ministère de la formation professionnelle, avec la création des centres de développement de l'entrepreneuriat au niveau des instituts de formation professionnelle, nous allons atteindre un chiffre plus important que ça. Parce qu'en analysant encore une fois le portefeuille de l'ex-siège, nous avons constaté que 70% de la population qui était dans notre portefeuille est issue du secteur de la formation professionnelle. Donc nous attendons à ce que ce secteur-là soit vraiment un fournisseur de porteurs de projets. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Achacha, de rehausser le seuil de financement. C'est déjà fait? Nous avons proposé une modification du décret régissant le secteur. Et une fois validé, il devrait être. Vous avez proposé. Nous avons proposé à ce qu'il soit réévalué à 20 millions de dinars en création et 20 millions de dinars en extension. Vous me donnez l'occasion de parler de l'activité extension que nous avons lancée récemment justement et qui connaît vraiment un engouement de la part des porteurs de projets. Dernièrement, dans un souci d'inclusivité toujours et dans un souci de répondre idéalement à notre mission, nous avons ouvert notre agence à tous les porteurs de projets qui ont déjà des registres de commerce, ou bien à tous les commerçants, ou bien à toutes les entreprises déjà en place. Qu'elles soient issues déjà du dispositif ou non. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont plus de 2 ans, toutes les petites entreprises qui ont plus de 2 ans d'activité peuvent bénéficier de l'accompagnement de Nesda. Moyennant le produit extension ou bien développement de l'entreprise. Donc ils peuvent bénéficier déjà d'une formation de 5 jours et puis bénéficier d'un financement à hauteur de 10 millions de dinars pour développer leur activité et également bénéficier des autres avantages fiscaux. Nous l'avons ouvert aussi bien aux gens qui étaient issus du dispositif, aux gens qui étaient donc financés auparavant par l'ANGEM, l'Agence nationale de la microcrédit, et également les gens de la CNAC, mais également les autres porteurs de projets qui ont décidé à un moment donné de créer leur entreprise par leurs propres moyens. Donc cette population, je vais saisir cette occasion pour leur adresser cet appel, pour leur dire que Nesda est aujourd'hui peut vous accompagner pour justement développer vos entreprises. Pour l'extension. Pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'on considère que notre objectif essentiel, c'est de créer de la richesse, créer de l'emploi. Et nous considérons que ce moyen d'extension est vraiment un moyen moins risqué par rapport à la création, parce qu'on a en face une population qui est déjà en place, qui a démontré qu'elle est bien en entrepreneuriat, qu'elle peut réaliser des résultats. Donc la seule condition que nous avons, c'est de recruter davantage et en contrepartie, ils vont bénéficier de tous les avantages du dispositif. Alors justement, les avantages aujourd'hui, on sait que pour les différentes formes, les différents dispositifs de soutien à la création d'entreprises, il y a des avantages notamment fiscaux qui sont mis en place dans le cadre de la loi de finances. Qu'en est-il pour la nouvelle version de l'ANAD ou Nesda? Je dirais que l'exonération elle est presque totale, parce que aujourd'hui, mis à part les prestations d'accompagnement et de financement que nous faisons, les porteurs de projets bénéficiaires de notre dispositif peuvent bénéficier des avantages fiscaux, soit lors de la phase de réalisation de leur projet, ou bien de la phase de l'exploitation, de l'entrée d'exploitation. Dans la phase de réalisation, déjà, ils sont exonérés de la TVA quand ils sont dans le régime réel. Et droits d'enregistrement, ils sont exonérés, droits de douane, ils payent uniquement 5%. Pour la phase exploitation, ils ont une exonération en matière d'impôt sur le revenu, soit EPS, soit IRG, CSNC ou autres, sur une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans. C'est pour vous dire à quel point ce système offre d'avantages fiscaux pour ces entreprises. C'est pour ça, encore une fois, moi, je dirais que Nesda offre vraiment cet avantage à toutes les entreprises aujourd'hui, moyennant le produit extension. Donc, toutes les entreprises, toutes les micro-entreprises qui veulent
accroître ou bien même diversifier leurs activités peuvent bénéficier de ces avantages en se rapprochant de NESDA. Alors, est-ce qu'il y a des échéances qui sont mises en place justement pour que ça soit la réalisation du projet, que ça soit son entrée en exploitation? Est-ce qu'il y a un calendrier? La performance de NESDA se mesure en deux choses. D'abord, par le nombre d'entreprises durables et résilientes créées dans l'économie et par la vitesse de création de ces entreprises, justement. Pour cela, nous sommes conscients de ça. Pour cela, en matière de vitesse de création, nous travaillons en interne sur la refonte de notre système d'information, notamment le système qui accompagne la création, le process de création de la micro-entreprise. Actuellement, nous sommes dans un délai qui varie entre 3 à 4 mois pour créer une entreprise, qui est un peu long. Parce que tout simplement, le système actuel est basé sur un financement triangulaire qui a montré et démontré ses limites. Et c'est pour ça que dans le projet de refonte que nous proposons, nous suggérons à ce que le financement soit fait soit par NESDA, dans un financement mixte, donc 50%, 50%, soit à travers carrément la banque. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, le financement prédominant, c'est le financement bancaire. Donc, pour chaque porteur de projet, il a déjà, en premier lieu, il rentre en contact avec NESDA, puis il doit attendre l'accord bancaire, etc. Et quand vous avez une multitude de parties prenantes dans le processus de création, du coup, vous avez une non-maîtrise sur le délai de création de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'actuellement, nous avons en interne accéléré le process concernant la partie NESDA, mais la partie banque, on a une non-maîtrise sur cette partie. Je dirais qu'en interne, nous avons fait le nécessaire, mais avec le projet de refonte de l'architecture du dispositif, nous pensons que le délai sera moins d'un mois. C'est ça l'objectif que nous avons. Alors, on parle des échéances donc pour la création d'entreprise. Est-ce qu'il y a également le porteur de projet qui est financé? Est-ce qu'il y a des délais qui sont mis en place pour qu'il rembourse également son crédit? Absolument. Là aussi, c'est un autre avantage donné. Actuellement, quand un porteur de projet contracte un crédit moyen via le dispositif, il a déjà 18 mois de différé. Donc, 18 mois, il ne paye rien. Après, il a 5 ans pour rembourser la banque. Après, dans les 5 dernières années, il rembourse NESDA. Donc, en tout, il a 11 ans et demi comme délai de remboursement. Et cette question du remboursement me permet de revenir justement sur le contentieux de l'ex-ANSEJ, donc le passif aujourd'hui que doit gérer NESDA. Comment se fait la gestion de ce passif? Où en est-il, monsieur Achacha? Okay. Donc actuellement à NESDA, nous agissons à deux vitesses. Nous avons comme premier objectif effectivement la relance du dispositif moyennant une approche économique, etc., comme je viens de l'expliquer. Mais également, nous avons l'obligation de gérer le passif. Effectivement, l'ex-ANSEJ, le fonctionnement de l'ex-ANSEJ s'est traduit par un taux de sinistralité très élevé, donc un taux de défi élevé. Et ce qui s'est traduit justement par un dossier contentieux âgé. Très lourd. Nous avons actuellement 69 000 dossiers en contentieux et 311 000 en prix contentieux. Nous avons justement, pour que ce fardeau-là n'influence pas la relance du dispositif, sur le plan organisation, nous avons déjà fait une sorte de cantonnement en matière d'organisation. Donc nous avons une structure qui s'occupe de l'assainissement du passif. Nous gérons les dossiers cas par cas, et parce qu'il y a plusieurs cas. En fait, chaque entreprise est un cas. Et en fonction du diagnostic qu'on fait, on propose la solution. Et actuellement, nous disons qu'en matière de gestion du passif, je vais peut-être vous étonner un petit peu, mais je dirais qu'on est relativement performant. Parce que sur les 2 dernières années, nous avons pu recouvrer quand même 11 milliards de dinars, 2023 et 2024, chose qui nous permet aujourd'hui d'être autonomes en matière de financement. Parce que nous avons également changé notre décret pour permettre le financement du futur projet par les recouvrements passés, chose que nous avons réussi à faire
Alors, juste une dernière question, Monsieur Achacha. Donc, le contentieux est en voie de règlement. Donc, vous le dites au cas par cas, en prenant en considération donc les différents problèmes qui se sont posés donc aux porteurs de projets. Concernant ceux qui sont financés actuellement, vous avez parlé de 900 dossiers déposés depuis Depuis, la relance depuis du octobre dernier. dispositif. Octobre dernier, oui. En matière de financement, qu'est-ce que ça représente? En matière de financement, au montant. Oui. En moyenne, nous avons actuellement avec l'augmentation des prix, la moyenne de financement de projet a augmenté. On était à 5 millions de dinars par projet en moyenne. C'est la moyenne des 28 dernières années jusqu'à 2024. Mais dernièrement, nous avons vu que cette moyenne est passée à 9 millions de dinars. Donc 9 millions fois 900 dossiers. Je préfère ne pas parler de cette façon arithmétique dans un démarrage de projet. Nous attendons la fin 2025 pour faire une première évaluation de cette reprise et nous attendons surtout, pour moi, la refonte de l'architecture du dispositif parce que une fois que nous allons communiquer en disant que aujourd'hui le système des assurances pour prendre en charge le risque ou bien la couverture du risque d'insolvabilité, le risque de décès, etc. Du coup, on va réduire la version risque du porteur de projet et j'imagine qu'on aura un nombre plus important. Mais je préfère attendre la fin de 2025 pour faire l'évaluation de la relance. Maintenant, on fait déjà le bilan des 28 dernières années. Voilà. Merci, Monsieur Achacha. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Bilal Achacha est directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat, ANAD ou NESDA. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.